Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur Mon Bébé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'adoption. En effet, en France, 2 enfants adoptés sur 3 sont étrangers. C'est un véritable marché que la France tente de mieux contrôler. Afin de nous éclaircir sur le déroulement de l'adoption, je reçois Madame Sylvie Girard de l'association Enfance et Familles d'Adoption. Madame Girard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre association, s'il vous plaît? Oui. Alors, Enfance et Familles d'Adoption c'est le mouvement des familles adoptives en France. Cette fédération nationale existe depuis 1953 et elle regroupe près de 10 000 familles qui sont réparties à travers 92 associations départementales. D'accord. Le but de Enfance et Familles d'Adoption n'est pas de placer des enfants, nous ne sommes pas œuvre d'adoption, mais nous accompagnons les parents tout au long de leur démarche, avant, pendant et après l'adoption. D'accord. Donc vous avez un rôle de soutien en fait. Voilà, tout à fait. Accompagnement, soutien, c'est vraiment le maître mot, l'objectif premier de notre travail. Nous partons du principe que nous sommes les mieux placés pour témoigner de l'adoption. Notre but, c'est, si vous voulez, de manière générale, de faire en sorte de donner à tout enfant délaissé une famille, que ce soit une famille d'adoption, une famille d'accueil ou éventuellement une famille par parrainage. Toutes ces solutions sont bonnes, il faut trouver, pour un enfant donné, la solution adaptée. Il faut aussi dire que EFA, Enfance et Familles d'Adoption, est présent dans le monde juridique, dans le monde institutionnel, et avec nos partenaires, nous participons à l'élaboration des lois sur l'adoption, sur la famille. Nous avons également un rôle, je dirais, au niveau de la recherche et de la diffusion des ouvrages sur l'adoption, et nous avons une revue trimestrielle qui s'appelle Accueil. Tous ces moyens sont là pour aider les parents et toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la famille et à l'adoption à mieux connaître ce fait de société. D'accord. Donc en fait, votre démarche vient du fait que les procédures à mettre en place pour l'adoption sont assez longues et assez lourdes. Donc j'aimerais bien un peu que vous nous détailliez en fait toutes les démarches à mettre en place pour procéder à une adoption à l'international. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une procédure longue, certainement, lourde. C'est peut-être nécessaire qu'elle soit en tout cas importante. Parce qu'un projet d'adoption, c'est quelque chose qui se mûrit, ça n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. On dit souvent que l'adoption est une grossesse de papier, de paperasse. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là, mais il y a avant et surtout le projet d'adoption, le projet adoptif qui se conçoit donc par la famille, par le parent qui souhaite adopter. Et à ce niveau-là, en France, vous savez, nous devons, lorsque nous souhaitons adopter, nous devons engager une procédure d'agrément pour l'adoption. Et pendant donc les 9 mois théoriques que dure cette procédure, eh bien, la famille, le couple, le parent qui souhaite adopter, le candidat adoptant doit réfléchir, doit élaborer son projet. Donc je pense que ce temps et cette démarche est tout à fait nécessaire. Et puis en France, il y a le souhait du gouvernement, de l'État, de faire en sorte que cette procédure permette d'examiner les différents aspects du projet familial d'adoption, c'est-à-dire que les candidats adoptants vont rencontrer un psychologue ou un psychiatre en fonction des départements. Ils vont également rencontrer une assistante sociale. Et toutes ces personnes vont les aider. Il faut concevoir ça comme une aide. Parfois, c'est considéré comme une intrusion dans quelque chose de très personnel, mais il faut considérer que c'est une aide parce que non seulement l'adoption est une grossesse de papier, mais c'est aussi une grossesse de parole. Et il faut mettre en parole toutes les étapes de ce chemin vers l'enfant. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on a obtenu l'agrément pour l'adoption, il faut, je crois, commencer par choisir le pays d'origine de son enfant. Voilà, alors l'agrément, c'est la première étape. Ça n'est pas, comme on le dit parfois, un passeport pour adopter, c'est une étape administrative et aussi donc une étape dans le cheminement vers l'enfant. Il faut dire que pendant ces mois donc auront duré cette procédure, le ou les parents auront déjà réfléchi. Est-ce que je souhaite adopter un enfant en France ou dans mon département? Est-ce que je souhaite adopter à l'étranger? Si le parent ou les parents ou la famille se dirigent vers une adoption à l'étranger, eh bien à ce moment-là, effectivement, il y a plusieurs façons de procéder. On peut adopter à l'étranger soit par démarche individuelle, c'est-à-dire, je dirais, en gérant son dossier de A jusqu'à Z, soit en passant par un organisme agréé pour l'adoption à l'étranger. De toute façon, toutes les adoptions internationales transitent par la mission de l'adoption internationale, qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères et qui a pour rôle de contrôler la transparence et la procédure donc, des enfants adoptés dans un pays étranger et également de délivrer le visa d'entrée en France de ces enfants. D'accord. Donc c'est une étape indispensable, effectivement. Alors je sais qu'en fait il y a la Convention internationale de La Haye qui essaye de régulariser les adoptions à l'international. Est-ce que vous pouvez un peu nous développer
Oui, c'est vrai, vous avez parlé de la Convention de La Haye. Alors il faut savoir que depuis ces 20 dernières années, on a cherché à développer des textes de droit international, parce qu'effectivement l'explosion de l'adoption internationale, elle existe en France. La France est un pays qui adopte beaucoup à l'étranger, mais elle existe aussi dans d'autres pays. Les États-Unis adoptent beaucoup, les pays scandinaves aussi adoptent beaucoup. Donc il a fallu développer des textes de droit international pour protéger les enfants. Et pour faire en sorte que les procédures dans les pays d'origine de nos enfants adoptés, elles se fassent en toute transparence. Donc il y a eu, il faut quand même le rappeler, en 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention a été ratifiée par la très très grande majorité des pays, sauf les États-Unis, je le précise. C'est une convention qui reconnaît aux enfants les droits, leurs droits légitimes, de la même façon que la Déclaration des droits de l'homme reconnaissait aux hommes et aux femmes des droits indéniables. Et puis donc par la suite, les juristes et les responsables des États se sont réunis et effectivement, la France a ratifié donc en 1998 la Convention internationale de La Haye en matière d'adoption internationale. Cette convention, effectivement, c'est un texte très complet qui envisage toutes les étapes de l'adoption à l'étranger. Alors, un certain nombre de pays ont adhéré, ont ratifié cette convention, des pays d'accueil comme la France et aussi des pays d'origine. Le problème, c'est que cette convention internationale, elle suppose dans le pays d'origine de l'enfant adopté la mise en place d'un système social de protection comparable en France aux affaires sociales, à l'aide sociale à l'enfance. Et les pays pauvres, les pays en voie de développement n'ont pas forcément les moyens de mettre en place ce système. Donc, si je prends l'exemple du Vietnam, qui est un pays où les Français ont adopté énormément ces dernières années, le Vietnam s'est fermé à l'adoption il y a déjà maintenant plus d'un an, parce qu'il était constaté trop de dérives et qu'il n'y avait plus de capacité de contrôle sur l'ensemble des adoptions. Et les deux gouvernements se sont retrouvés, les deux États se sont retrouvés et ont mis sur pied une convention sur mesure permettant aux Vietnamiens d'envisager une procédure en toute transparence. Donc l'adoption entre la France et le Vietnam, elle est réouverte depuis ce début 2001. D'accord, afin de régulariser. Voilà, afin de régulariser, afin de contrôler et de faire en sorte d'éradiquer complètement toute possibilité de dérive et de trafic. D'accord, donc il me semble que pour adopter à l'international, justement, par la Convention de La Haye, il faut que l'enfant soit déclaré judiciairement adoptable. Voilà, c'est ça. Dans cette convention, effectivement, il y a un article très important qui dit que un enfant peut être adopté s'il est effectivement complètement reconnu dans son état de délaissement. Il faut savoir que dans un pays pauvre, dans un pays en voie de développement, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, bien souvent les personnes sont sans papier. Donc, par exemple, pour un enfant, c'est au moment où sera envisagée son adoption qu'on lui fabriquera, enfin qu'on lui fera ses papiers, sa carte d'identité, si vous voulez. Donc, il faut prendre toutes les précautions nécessaires à ce moment-là pour vérifier notamment le consentement à l'adoption qui est donné par le représentant de l'enfant, que ce soit son parent vivant, son tuteur ou l'administration qui est responsable de lui. Il faut s'entourer du maximum de précautions. Il faut aussi dire une chose à propos de l'adoption internationale. Pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup et pourquoi est-ce que finalement il faut développer tous ces textes qui protègent les enfants? C'est parce qu'il ne faudrait pas considérer que les pays pauvres sont des réservoirs à enfants pour les pays riches, quelque part. Et je crois qu'en préalable à toute discussion ou à tout engagement personnel dans une adoption internationale, il faut poser d'abord les bases éthiques de cette démarche. C'est-à-dire dire que l'adoption internationale n'est pas une fin en soi, que c'est un moyen, un bon moyen, dans certains cas, pour des enfants de trouver une famille, si ces enfants ne l'ont pas trouvé dans leur pays. Et d'ailleurs, la Convention de La Haye le dit bien, lorsqu'un enfant est adopté à l'étranger, c'est que dans son pays, on n'a trouvé aucune solution familiale. L'adoption internationale est subsidiaire, elle est seconde par rapport à l'adoption sur le sol national. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut bien voir que l'adoption internationale est très fluctuante. Il y a tout un tas de notions qui entrent en jeu, de géopolitique, économique, etc. Et dans certains pays, on a pu constater ces dernières années, je pense par exemple à la Corée, ou même à l'Inde, qu'il y avait l'émergence d'une adoption nationale, parce que les enfants ont été adoptés à l'étranger pendant de nombreuses années, et puis il y a eu donc une classe moyenne qui s'est aperçue que ces enfants qui étaient adoptés par ces occidentaux, ces enfants abandonnés, eh bien c'était des êtres humains en recherche de famille. Il y a eu une prise de conscience nationale du départ de cette richesse du pays, et donc les Coréens et les Indiens commencent à adopter leurs enfants.
Et c'est une bonne chose. Oui, c'est très bien, en effet. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué en fait ce qu'était un organisme autorisé pour l'adoption. Et j'aimerais juste que vous reveniez un tout petit peu pour bien montrer la différence en fait avec la mission d'adoption internationale. D'accord. Alors la mission de l'adoption internationale, c'est un service du ministère des Affaires étrangères. Donc si je décide d'adopter à l'étranger de façon individuelle, je vais me renseigner auprès de la mission de la MAI, pour simplifier, qui va m'envoyer tous les documents nécessaires, tous les formulaires à remplir, etc. Et qui fera transiter mon dossier. Si je décide d'adopter dans un pays qui a ratifié la Convention de La Haye, c'est effectivement la MAI qui est le goulot d'étranglement, si vous voulez, des dossiers, donc qui reçoit le dossier, qui le valide et qui l'adresse, par exemple, en Roumanie. La Roumanie est un pays qui a ratifié la Convention de La Haye. Si je décide d'adopter par un organisme autorisé pour l'adoption, un OAA, je vais donc adresser mon dossier et ma lettre de motivation à cet organisme. Il faut bien savoir que ces organismes sont débordés de demandes, donc le plus souvent je vais m'exposer à un refus. Il faut être très persévérant et il faut aussi correspondre aux critères de sélection de l'organisme en question. Et c'est bien normal, ils ont beaucoup de candidats, donc quelque part ils choisissent. Donc il y a toujours le recours de l'adoption individuelle à ce moment-là. Donc si je persiste avec l'OAA, que j'ai été sélectionné, parfois même les OAA vous font faire un deuxième agrément. On va à nouveau rencontrer un psychologue. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et à ce moment-là, c'est l'OAA qui va traiter mon dossier, autrement dit qui va le faire transiter dans le pays d'origine de l'enfant et qui m'informera de la suite à donner. Donc il y a quelqu'un qui, dans le pays d'origine de l'enfant, va s'occuper du dossier. Voilà, un organisme qui lui aussi sera un organisme reconnu, agréé, un intermédiaire agréé. D'accord, et je suppose en fait que ces personnes-là, il va falloir les payer pour... Alors, l'adoption, c'est une procédure juridique. L'adoption, c'est un acte d'amour, c'est un désir d'enfant et c'est aussi le souhait de donner une famille à un enfant délaissé, mais c'est aussi une procédure juridique. Et cette procédure juridique, elle a un coût. D'autant plus si elle se passe à l'étranger, s'il faut se rendre dans le pays, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas se voiler la face par rapport à cela. En France, on hésite un peu à parler d'argent. Bon, en l'occurrence, ce coût, il faut l'énoncer et il faut le dire. Il faut effectivement le dire très clairement. Il faut effectivement aussi parfois dire qu'on vous a demandé beaucoup d'argent parce que c'est pas normal qu'on vous demande trop d'argent. Donc il y a un juste milieu. Donc il faut s'informer et il faut se rendre par exemple dans des réunions d'associations comme celles que nous organisons, où là on vous donnera des informations fiables sur ce qui est en pratique dans tel ou tel pays. Mais si vous vous rendez dans un pays étranger, que vous payez effectivement les coûts de fabrication de documents, les traductions certifiées, l'ensemble de tous les documents, si vous voulez, administratifs qu'on doit envoyer dans le pays pour réaliser l'adoption de l'enfant, si par ailleurs donc vous vous rendez dans ce pays, vous avez des frais d'hôtel, éventuellement des frais de nourrice pour l'enfant sorti de son orphelinat, on peut dire qu'effectivement donc ça représente plusieurs dizaines de milliers de francs. 50 000 francs, 60 000 francs, voilà, c'est quelque chose qui paraît à peu près normal. Mais encore une fois, il faut vérifier chaque étape de la procédure et toujours s'entourer de sécurité et être très prudent. Et toujours prendre des informations auprès de personnes habilitées. D'accord. Et est-ce que par exemple les parents se déplacent dans les pays pour aller récupérer les enfants, je ne sais pas, à l'orphelinat, ou est-ce qu'ils l'attendent à Paris à l'arrivée de l'aéroport? Comment ça se passe? Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des pays qui n'autorisent pas les parents à se rendre sur place. Par exemple, c'est le cas de la Corée ou de l'Éthiopie. L'Éthiopie, on adopte en Éthiopie à travers des organismes agréés et on accueille son enfant à Roissy, à l'aéroport. Par contre, pour beaucoup d'autres pays, on se déplace, la Colombie, le Guatemala, la Roumanie, la Russie, etc. Dans certains cas, on se déplace une fois et on reste sur place un certain temps. Dans d'autres cas, eh bien, il faut se déplacer plusieurs fois. Une première fois pour déposer son dossier, rencontrer l'enfant. Oui. Et puis on revient au moment où la procédure est en phase terminale pour accueillir l'enfant et signer les derniers papiers. C'est par exemple le cas de la Roumanie. D'accord. Et en fait, une fois qu'on est de retour en France, est-ce qu'il y a des procédures juridiques à mettre en place pour que l'enfant soit déclaré adopté? Alors tout à fait. Effectivement, l'enfant il est placé chez vous en vue d'adoption. Dans le cas d'une adoption internationale, il y a des jugements d'adoption qui varient d'un pays à l'autre. Il y a des procédures qui varient d'un
pays à l'autre. Si vous avez adopté dans un pays qui a ratifié la Convention de La Haye, eh bien, vous pouvez signifier cette adoption dans un pays donc ayant ratifié La Haye directement à Nantes, c'est-à-dire à l'état civil des Français nés à l'étranger. Votre enfant est de fait votre enfant, il peut porter votre nom et il est effectivement aussi de fait français, de nationalité française, et donc comment dire, son nom est apposé dans le livret de famille. Par contre, donc, si vous avez adopté dans un pays qui n'a pas ratifié la Convention de La Haye, eh bien, vous déposez au bout de 6 mois une requête en adoption plénière. L'adoption plénière est l'adoption qui est la plus souvent choisie, c'est l'adoption, si vous voulez, la plus globale, qui va permettre à votre enfant de porter votre nom, d'être votre héritier. C'est une adoption irrévocable. C'est une adoption qui est choisie dans plus de 90% des cas. D'accord. Voilà, et donc c'est le tribunal de grande instance, le TGI de votre commune, de votre département, qui statuera sur cette adoption plénière. D'accord. Donc ce TGI est amené à vérifier éventuellement, encore une fois, la procédure. Au-delà du visa d'entrée en France qui a été accordé à l'enfant par la MAI, il y a encore, je dirais, un autre cap à passer, c'est cette requête en adoption plénière. Et est-ce que ça arrive fréquemment que le TGI n'accepte pas, refuse Alors, ces dernières années, c'est vrai qu'on a été saisi de bon nombre d'affaires, notamment d'enfants originaires du Vietnam ou d'enfants originaires du Guatemala. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont arrivés de ces pays. À UEFA, à Enfance et Familles d'Adoption, on a examiné bon nombre de ces cas, en tout cas quand les parents nous ont fait retour de ce refus et se sont portés en appel contre la décision qui a été prise par le tribunal. Pour bon nombre de ces cas, c'est vrai qu'on a décidé d'apporter un soutien juridique à ces familles. Bon, pour certains cas, c'est vrai qu'il y a des procédures qui étaient des procédures trop floues. Je crois qu'il ne faut pas avoir de jugement a priori, il faut vérifier les choses une par une. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup d'enfants qui arrivent d'un pays, ça peut poser problème. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour toute l'explication des démarches, dirons-nous, pratiques et théoriques pour l'adoption. On voudrait voir un petit peu plus les questions psychologiques quant à l'arrivée de l'enfant en fait dans la famille. Tout d'abord, je crois qu'il est important en fait de s'organiser avant cette arrivée justement. Oui, tout à fait, parce que on évoquait il y a quelques instants la procédure d'agrément, donc au cours de laquelle le ou les parents va mûrir son projet d'adoption. Dans le même temps, les candidats parents adoptifs ne vivent pas isolés du monde, ils ont un entourage proche, ils ont un entourage professionnel, familial, amical. Eh bien, cet entourage, il faut le prévenir, il faut lui parler de cette démarche, il faut le faire vivre au jour le jour, l'attente de l'enfant. C'est très important, c'est vraiment, je disais, grossesse de parole, c'est vraiment important de parler. Et de préparer l'entourage, parce que on ne peut pas savoir. Il peut y avoir un proche, par exemple un grand-parent, qui au début ou même au cours de la démarche va avoir une réaction un petit peu difficile par rapport à ce projet. Donc autant s'y prendre à l'avance et autant prévenir ses amis, sa famille et son milieu professionnel de cette arrivée. Et puis dans certains cas aussi, il faut aussi prendre rendez-vous avec l'école éventuellement de son quartier, si cet enfant va être scolarisé en maternelle par exemple, ou même à l'école primaire, et encore une fois tout mettre en œuvre pour que les gens à l'avance sachent que cet enfant va arriver, qu'un enfant va arriver et s'y préparent. D'accord. Il y a aussi la préparation, je suppose, de la chambre. Alors oui, il y a aussi l'installation. Pendant la procédure d'agrément, l'assistante sociale qui se rend chez vous va voir avec vous comment concrètement vous attendez cet enfant, préparer la chambre de son enfant. Ça, je crois que c'est pour tout parent un moment majeur, un moment important. S'il y a déjà des enfants dans la famille, ils voudront eux aussi participer, éventuellement acheter la première peluche, etc. Bon, ça, c'est des choses très fortes que chacun va vivre de façon très intime, mais c'est important aussi par rapport à l'arrivée de cet enfant-là. D'accord. Et justement, par rapport aux frères et sœurs, comment doit un peu se préparer l'accueil de ce nouveau bébé ou de ce nouvel enfant toujours? Oui. Alors je crois qu'effectivement, des parents qui n'ont pas d'enfant vont accueillir ce premier enfant, donc tous les deux, avec l'entourage amical, familial. S'il y a une famille déjà constituée avec un ou plusieurs enfants, il est très important que le projet soit familial. D'ailleurs, dans la procédure d'agrément, la psychologue et l'assistante sociale demanderont certainement à rencontrer les enfants déjà présents au foyer. D'accord. Il faut que ces enfants ne soient pas en opposition à ce projet, bien sûr, et il faut que tout le monde attende
de concert le petit frère ou la petite sœur. Par rapport à la préparation de la fratrie qui est déjà au foyer, je dirais que c'est un peu comme une naissance, c'est-à-dire qu'il y a certainement des réflexes de jalousie, comme à l'arrivée d'un nouveau-né, qui vont se manifester. Bon, il faut les gérer et de la même façon, en étant particulièrement à l'écoute, et c'est peut-être aussi une période de la vie où les autres enfants déjà présents seront peut-être un peu plus irritables, un peu anxieux, enfin la peur de l'inconnu, la peur du nouveau venu qui va arriver. Et justement, ce nouveau venu qui doit être aussi un peu terrorisé, de changer d'environnement, est-ce qu'il y a des petites précautions à respecter pour justement pas trop le terroriser? Oui, parce que imaginez, alors dans le cas d'une adoption internationale, celle dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, un enfant qui va avoir accompli plusieurs milliers de kilomètres, par exemple, qui va arriver d'une civilisation et d'un pays complètement différent de la France, éventuellement rencontrer le froid pour la première fois, ou les chaussures, sans parler de l'avion, bien sûr, de la voiture. L'alimentation va être complètement différente, le mode de vie, le noir de la chambre, etc. Je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de cet enfant et essayer, d'abord en se documentant au préalable, en lisant un certain nombre de livres, en regardant des films sur le pays d'origine de son enfant. Si on a la chance de pouvoir se rendre sur place, eh bien c'est un moyen de vivre un peu en symbiose, au même rythme que lui ou qu'elle. Et de retour en France, vraiment se donner le temps d'être avec lui et de ne pas lui imposer un rythme qui n'est pas du tout le sien. Un exemple qu'on donne souvent, c'est que lorsqu'un enfant arrive, il arrive avec ses vêtements, éventuellement avec un objet. Il ne faut pas tout de suite laver tout cela, tout changer, tout chambouler. Il faut lui laisser le temps de s'accoutumer à ce nouvel environnement et lui laisser surtout des éléments de sa vie antérieure. Et un autre problème, c'est celui de l'alimentation. On sait très bien que si un enfant arrive d'un pays asiatique, par exemple, ça serait bien d'avoir du riz à la maison, éventuellement du riz thaïlandais, pas du riz Uncle Ben, du bon riz, et faire en sorte que cet enfant ne soit pas tout de suite immergé dans une nourriture occidentale. Bon, ceci dit, il y a des enfants qui apprennent à manger des frites du jour au lendemain. Par contre, il faut aussi, je pense, de la même façon qu'on aura informé son entourage, rencontrer un pédiatre avant de partir chercher son enfant ou avant de l'accueillir, pour lui parler de cet enfant qui arrive. Si on doit se rendre d'ailleurs dans ce pays d'origine de l'enfant, eh bien on partira avec des médicaments adaptés éventuellement. Il faut savoir qu'il y a des enfants en plus ou moins bon état, qu'un enfant en bonne santé peut malgré tout avoir des problèmes de peau ou des problèmes intestinaux liés à la vie qu'il a menée dans son pays. Il faut savoir qu'un enfant qui arrive en France et qui va se mettre à manger des petits Suisses, des haricots verts et du beefsteak haché, il peut avoir une diarrhée, par exemple, persistante pendant 1 mois ou 2. On doit faire un bilan de santé avec son médecin, pas trop s'affoler non plus, encore une fois, lui laisser le temps de refaire sa flore intestinale, tout simplement, de s'accoutumer à cette nouvelle alimentation. D'accord, donc en fait, il ne faut pas le couper directement de ses racines, donc ce que vous disiez avec son doudou et ses vêtements, laisser un petit peu... Voilà, c'est ça. Tout à fait. D'autant que ces vêtements, on les conservera et on pourra les lui montrer quand il sera plus grand. C'est une chose importante, tout ce qui vient de sa vie antérieure. Donc oui, justement, est-ce que dès le plus jeune âge, on doit leur parler de leur identité, de l'acte d'adoption? Après, je pense que tout dépend aussi de l'âge de l'adopté. S'il a 3 ans, c'est évident qu'il n'a pas 4 mois. Mais s'il n'a pas vraiment de souvenir de cette période, il faut lui en parler dès le début, de la connaissance de ses origines. Oui. Mais vous disiez, 3 ans ou 4 mois, je dirais qu'à la limite, c'est la même chose. 10 ans, 3 ans, 4 mois, il faut lui parler de la même façon. Enfin, on parle à un enfant de 10 ans différemment d'un bébé, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'un comme à l'autre, il faut lui dire son histoire. Et je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté moi-même dans ma propre famille, quand un enfant est très colérique, quand un enfant est difficile, c'est parfois un moment où il a besoin qu'on lui raconte son histoire. Et je pense à ma petite fille adoptée, ça nous est arrivé, et je lui ai raconté son histoire, je lui ai redit exactement ce qui lui était arrivé, comment est-ce qu'on l'avait rencontré, tout ce processus vers elle et son adoption, et c'est quelque chose qui apaise. Donc, l'enfant qui arrive, l'enfant qu'on accueille en adoption, c'est un enfant qui a son histoire, qui a son passé, qui a ses origines personnelles. Il faut essayer d'avoir le maximum de renseignements. Dans certains cas, on a beaucoup de choses, dans d'autres cas, moins de choses, mais on a toujours des éléments. On a ne serait-ce qu'une origine géographique, une ville,
un orphelinat, il faut essayer de conserver peut-être des photos ou encore une fois des éléments, je dirais à travers des livres, des images de son pays. Et lui restituer tout cela. Et il n'y a pas de coupure, si vous voulez. À partir du moment où l'enfant est accueilli en adoption, on n'en parle pas tous les jours, mais ça fait partie de sa vie, ça fait partie de notre vie. Donc on en parle comme on parle du fait qu'on a un grand-père d'origine allemande, etc., ou que tel ou tel ancêtre a fait tel voyage. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire, c'est le roman familial qui se reconstitue avec cette greffe qui a prise. Et voilà, ça fait partie des petits faits de la vie. D'accord. Et est-ce qu'il faut envisager, quand ils sont un petit peu plus grands, de retourner dans le pays d'origine de l'enfant, ou est-ce que ça doit être une volonté personnelle de l'enfant? Je crois que l'enfant, effectivement, il faut pas lui imposer un retour. On le voit dans nos familles adoptives. Certains enfants manifestent le désir de retourner au pays, d'autres non. Certains vont le faire très jeunes. On peut dire quand même que c'est peut-être important d'attendre que l'enfant soit suffisamment grand et mûr pour se souvenir enfin de ce voyage, donc peut-être à l'âge de l'adolescence, c'est bien. L'adolescence, c'est un moment aussi où on remue beaucoup de choses, adolescence ou plus grand, mais c'est effectivement un moment très fort aussi dans la vie familiale, hein. C'est ce retour vers le pays d'origine. Il peut s'accomplir aussi lorsque l'enfant sera adulte, il peut le faire aussi lui de son côté. Enfin, tous les cas de figure sont envisageables. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire surtout, c'est que ce pays, il faut bien prendre conscience que la grande majorité des parents adoptifs, c'est devenu un peu leur deuxième pays, que ce soit la Corée pour certains, le Mali pour d'autres, la Colombie. Il faut voir comment les familles adoptives parlent de ce pays. Souvent d'ailleurs, certaines d'entre elles ont tellement à cœur ce pays d'origine de leur enfant, que bien souvent ils parrainent un enfant, où ils vont avoir un travail, un investissement humanitaire auprès d'une ONG dans ce pays. L'adoption n'est pas un geste humanitaire, hein, c'est autre chose. Mais disons que l'intérêt des parents pour le pays d'origine de l'enfant est quelque chose de très important. D'accord. Et est-ce que l'enfant peut retrouver ses parents biologiques dans une adoption internationale? Ou est-ce que ça dépend? Alors vous savez qu'en France, il y a plusieurs cas de figure, puisqu'en France il y a un accouchement dit sous X, accouchement anonyme, donc dans lequel il peut y avoir des renseignements plus ou moins identifiants, etc. Bon, ça c'est des choses, la loi est en train d'évoluer à ce niveau-là en ce moment. Lorsqu'on adopte un enfant à l'étranger, il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a un enfant qui va être trouvé dans un marché, il y a un enfant qui va être remis à un orphelinat par ses parents. Un autre enfant peut être abandonné à la naissance, etc. Un enfant plus grand peut avoir été remis par un oncle ou une tante. Donc, on a tous les cas de figure. Donc, on a plus ou moins d'informations. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que dans la procédure telle que la France donc la demande, il y a le jugement d'adoption, toute la procédure d'adoption dans le pays. Tous ces documents existent. Donc, lorsqu'on constitue le dossier adoption de son enfant, on conserve ça. On peut faire un book, un petit livre de l'histoire de son enfant, et lui remettre tous ces documents. C'est son histoire, c'est véritablement à lui. Donc il faut gérer effectivement soit l'absence de renseignements pour certains enfants, mais parfois pour d'autres enfants, on va avoir effectivement un nom, on va avoir une adresse, du moins une province, une région. Et l'enfant devenu grand, on peut imaginer effectivement qu'il retourne dans son pays et qu'il fasse une recherche. Mais il faut savoir que l'adoption plénière, c'est un statut stable, définitif, irrévocable, c'est-à-dire que là, il y a une coupure totale avec la famille d'origine. Pendant son enfance, la famille adoptive est une famille à part entière. Elle prend le relais. Mais je crois qu'au niveau des héritages, il est considéré comme héritier à part entière. Tout à fait, comme les autres enfants, oui. L'alternative en France, c'est l'adoption simple, qui effectivement existe aussi, je veux dire, c'est une nécessité dans certains cas, notamment des enfants plus âgés. Si on adopte un enfant d'une dizaine d'années, par exemple, on va maintenir les liens avec la famille d'origine dans ce cas-là. L'enfant va conserver son nom. Voilà, c'est une autre solution familiale pour un autre type d'enfant. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions sur l'adoption internationale, qui est un vaste sujet. Oui. J'espère qu'on en a fait un peu rapidement le tour, et j'espère vous retrouver bientôt sur Mon Bébé TV. Merci. Merci. Au revoir.